Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bitcoin est à 104 875 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On a fait une mèche jusqu'à 102 672 $. Vous voyez cette mèche qui a été un petit peu ravalée. Est-ce que je me suis trompé? Dans la dernière vidéo, on était juste là, on était aux alentours des 109 000 et quelques, et je vous disais que on était sur des bonnes zones d'achat, qu'en tout cas on avait des cryptos, surtout des altcoins qui avaient des bonnes dynamiques, etc. Et puis qu'est-ce qu'on se mange après? On se prend une baisse de quasiment 6%. Actuellement, on a ravalé la baisse, donc on est à moins 4% par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis complètement dans le faux? On va repartir en bear market, on a là notre M-top, et puis on va aller à la cave, ça y est, c'est fini, il faut tout vendre, etc. Spoiler, pas du tout. Je ne pense toujours pas ça, je suis toujours en plein dans mes convictions et je vais vous expliquer pourquoi. On a des indicateurs qui sont ultra pertinents, des choses que je pense qu'on vous a rarement montré, donc regardez bien tout ça. Et en bonus, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager deux altcoins, deux cryptos qui selon moi vont surperformer les autres cryptos. Je vous expliquerai pourquoi. Et on verra ça ensemble dans la vidéo. Alors on va démarrer d'un point de vue technique déjà où on en est. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand même pour le moment il n'y a absolument rien d'alertant. Ici on était venu chercher la zone de rechargement de short, d'accord. Ici si je regarde ma RLZ, vous voyez on était venu dans cette zone pour se retourner. Idem ici on vient dans cette zone. Donc là on est venu chercher dans cette zone. Pour le moment on rebondit. Donc en gros jusqu'à là, on n'a strictement aucune information sur où va aller le prix, d'accord? On pourrait du coup refaire un retour dans cette RLZ depuis ici, donc revenir chercher ce haut de range et tout simplement se balader comme ça entre les deux bornes de notre range, ici et ici. Donc tant qu'on n'a pas vraiment cassé ce niveau et qu'on ne s'est pas installé dessous, pour moi, j'ai absolument rien qui change mon biais, d'accord? Ici, on a toujours les moyennes mobiles qui sont en plein travail, une au-dessus, une en dessous, etc. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a une compression. Donc ça, on le voit dans les largeurs de bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, vous savez, ça nous forme un canal. Hein, si je vous l'affiche juste ici. Alors, ouais, je vais vous l'afficher ici pour que vous voyez mieux. Vous voyez donc ici les bandes de Bollinger, donc on se situe toujours entre les deux bandes de Bollinger, et quand on commence à travailler les bandes de Bollinger au nord, par exemple, qu'on commence à clôturer au-dessus des bandes de Bollinger, c'est généralement qu'on a des mouvements très explosifs à la hausse, mais on peut les avoir également à la baisse. Hein. Vous voyez ici, on les a eu à la baisse. Et généralement, vous voyez que ici, donc vous avez l'écartement de ces bandes de Bollinger, quand elles sont très resserrées. Donc là, c'est ce qu'on a, hein. On a on a 10% en gros entre le haut et le bas. Hein. Ici, on est à 8,76. Hein. Donc ici, vous voyez entre le point haut et le point bas, on a 8, bon, je les ai mal pris, mais 8,76. Donc ici, on a 8 et quelques % d'écartement entre le haut et le bas des bandes de Bollinger. Et plus on a un écartement qui est faible, donc plus les bandes sont resserrées, plus on a un mouvement explosif en approche. Et vous voyez que ici, à chaque fois qu'on a eu des mouvements, à chaque fois qu'on était resserré sur ces niveaux de pourcentage là, on a eu des mouvements explosifs, d'accord? La dernière fois, c'était ici, ici et ici, d'accord? À chaque fois, on a pris des mouvements de l'ordre de 10%. Donc ici, si on prend un mouvement de 10% à la baisse, on sera aux alentours des 95 000 $, et à la hausse, on sera sur un ATH aux alentours des 115 000. Alors la question c'est, où est-ce qu'on va aller? On va regarder ça déjà d'un point de vue on-chain. Alors d'un point de vue on-chain, vous voyez que ici, déjà au niveau de ETH, au niveau d'Ethereum, mais du coup c'est aussi le cas pour Bitcoin, on a des open interest qui commencent à exploser. Donc les open interest, vous savez, c'est le nombre de positions qui sont ouvertes sur les contrats dérivés. Et vous voyez que ici, quand on a des très fortes hausses d'open interest, c'est généralement qu'on a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à la crypto, qui s'intéressent à une crypto. Alors généralement, ils prennent position dans un sens et dans l'autre, hein, des acheteurs et des vendeurs. Mais en tout cas, ça démontre un intérêt, d'accord? Vous voyez que ici, sur des grosses phases de baisse type bear market, on a plutôt un open interest qui a tendance à baisser.
Donc ici, de voir un Open Interest qui continue d'augmenter, hein, qui continue sa tendance un peu exponentielle, ici, parabolique, bah, c'est plutôt bon signe, d'accord? Donc ensuite, on va regarder ici, pareil, au niveau d'Ethereum, les zones d'accumulation. Donc vous voyez qu'ici, on a ces grosses zones ici en rouge, qui sont les niveaux d'accumulation au niveau des 2700, 2760 $. Ici, c'est des niveaux très très importants, d'accord? Si ici, je vous affiche un petit peu plus précisément. Donc ici, juste là, vous voyez que on a une grosse zone d'accumulation ici. Donc vous voyez que sur les niveaux ici des 2600 $, un niveau qu'on a breaké, ici c'est justement une grosse zone d'accumulation. Vous voyez que ici c'était une grosse zone de distribution parce que tout simplement le prix était en dessous de ces niveaux-là au niveau des 3400 $. Donc ici, quand on est venu rebondir sur ces niveaux de prix-là, on a eu beaucoup de ventes, d'accord? On a eu beaucoup d'échanges, et donc beaucoup d'échanges dit des transferts entre les petits portefeuilles et les gros portefeuilles, et là en l'occurrence les gros portefeuilles déchargeaient de l'Ether pour repartir à la baisse. Et donc vous voyez que ici, on avait ensuite pris un gros mouvement baissier. D'accord? On avait ici récupéré des premières zones d'accumulation, etc. Et là, on a une grosse zone d'accumulation qui a eu lieu et on vient de breaker cette zone d'accumulation à la hausse. Donc, potentiellement, on serait sur des niveaux, des niveaux d'accumulation importants. Et donc, forcément, on a eu, vous voyez, une belle baisse après cette distribution. Donc, on pourrait avoir la même chose à l'achat. Ici, je vous montre aussi au niveau du Bitcoin les inflow to accumulation address, d'accord? Donc vous savez que on est capable via la blockchain de savoir quelles adresses sont plutôt des adresses d'accumulation de Bitcoin, hein, c'est-à-dire plutôt des adresses qui ont tendance à acheter puis à conserver les Bitcoins. Et en l'occurrence, CryptoQuant ici qui est un des deux gros sites avec Glassnode qui nous partage des données on-chain. Vous voyez qu'ici, on est sur des gros spikes, ici la courbe en bleu. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un spike, c'est ici une grosse zone d'accumulation, d'accord? C'est des zones sur lesquelles on a des grosses adresses, des gros portefeuilles qui ont tendance à accumuler, qui se disent que ça y est, c'est un bon prix et qu'ils se décident à racheter. Vous voyez qu'ici, on a eu un gros spike ici en mars sur les niveaux des 80 000 $. Idem ici au niveau des 92 000, hein. Ici on l'avait bien identifié, je vous rappelle, sur la chaîne, mais ici on avait des grosses zones d'accumulation, notamment chez BlackRock, sur le mois d'avril et le mois de mai. Donc ici des grosses accumulations, et vous voyez qu'ici on vient de refaire un ATH en termes d'accumulation. Donc ici sur les niveaux de 108 000 $, les niveaux que je vous partageais il y a quelques jours, on était toujours sur des grosses zones d'accumulation. Et on le voit ici sur les ETF. Vous voyez que notamment les ETF de chez BlackRock, on est sur 288 millions d'achats, ne serait-ce que sur la journée d'hier. Vous voyez qu'on est à 130 millions, 330 millions, etc. Donc les inflows continuent chez BlackRock. Et vu les montants, donc même si n'importe qui peut acheter de l'ETF BlackRock, ici, vu les montants journaliers, on est quand même sur des gros niveaux d'achat. Donc ici, on est toujours potentiellement sur un niveau que BlackRock recommande à ses gros clients, et en tout cas sur lesquels BlackRock peut également acheter pour elle-même. Idem ici, sur le graphique que je vous partage, également une donnée de chez CryptoQuant. Vous voyez que ici, à chaque fois qu'on a des ATH sur cette courbe, ici, cette R en bleu, vous voyez que ça, c'est les bitcoins qui sont déposés sur les exchanges. D'accord? Donc forcément, quand vous êtes un gros portefeuille ou pas d'ailleurs, vous avez sûrement vos cryptos sur des cold wallets, hein, Ledger, etc. Et donc, quand vous les déposez sur des exchanges, c'est généralement, si vous déposez des stablecoins, c'est pour acheter. Si vous déposez des bitcoins, c'est pour les vendre et récupérer du stablecoin. Donc ici, quand on a des gros dépôts de bitcoin sur les plateformes d'échange, c'est généralement des grosses zones de prise de profit. Ici, vous voyez que on a eu 5,31 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été déposés sur les exchanges, et vous voyez que forcément le prix ralentit parce que vu tous les Bitcoins qui sont déposés et qui sont vendus, forcément ça fait stagner le prix parce qu'il faut beaucoup d'ordres d'achat pour absorber tous ces ordres de vente, et du coup en fait on vient faire stagner le prix, voire le faire baisser comme on a eu ici. Et à l'inverse, généralement quand on a
des grosses décroissances, c'est plutôt que là, les bitcoins sont envoyés sur les cold wallets. Donc que ici, par exemple, vous avez, à partir du moment où on est venu chercher ici les 59 000 dollars, 60 000 dollars, ici, on a des gros portefeuilles qui se sont dit, bon, bah, c'est le bon moment pour racheter. Ils ont racheté, puis dès qu'ils rachètent des bitcoins, ils les renvoient sur leur ledger, etc. Donc ça quitte les exchanges. Donc ici, vous voyez une courbe qui a tendance à décroître. Et vous voyez que là, depuis globalement le mois de mars, on a une décroissance qui est constante. Donc non seulement ici, le prix augmente, mais on n'a pas d'inflow de BTC sur Binance. Donc ici, on a des gros portefeuilles qui continue d'acheter et d'envoyer sur les cold wallets. Donc ça veut dire qu'ils pensent que le prix va continuer de monter. Ou en tout cas que le prix actuel ne justifie pas de prendre des profits. En tout cas des profits massifs. D'accord? Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour nous. Ça veut dire que là, effectivement, malgré les niveaux qu'on a en ce moment, 108, 104, 106 000 dollars, etc., en réalité, peu importe, on n'est pas à 3 ou 4% près. Ici, on remarque que justement, on est sur des niveaux qui sont toujours des niveaux d'achat. Et enfin, au niveau de l'analyse on-chain, vous voyez qu'ici, les long-term holders, donc la position des long-term holders, donc les portefeuilles qui possèdent des bitcoins depuis longtemps, vous voyez qu'ils ont des positions qui renforcent leur position. Vous voyez que la dernière fois que c'était arrivé, c'était ici, sur le bottom, donc au niveau des 54 000 dollars de mémoire. Et vous voyez ici qu'on avait eu une grosse accumulation par les portefeuilles, donc les long-term holders. Et vous voyez que actuellement, sur les niveaux actuels, donc les niveaux que je vous partageais, au niveau des 108 000 dollars, on est sur des grosses zones d'accumulation. À l'inverse, ici, quand vous avez des long-term holders qui ont tendance à vendre, c'est justement que ici ils prennent des profits et donc que le prix va avoir tendance à stagner. Vous voyez que ici, on avait vu une baisse de la part de l'accumulation des long-term holders et justement le prix avait stagné quelques jours avant de réaugmenter fortement. Et vous voyez qu'ici, bon, on est quasiment sur un ATH, on est comparable à ce qu'on avait ici sur le bottom de septembre. On est plus haut que ce qu'on avait ici sur 2023. Donc ici, c'est quand même très bon signe. Et l'élément nouveau, on en a parlé un petit peu au début de la vidéo, mais c'est au niveau d'Ethereum. Vous voyez que d'habitude, on était vraiment sur des inflows qui étaient très faibles. Donc ici, depuis le début, on était sur de l'ordre de 10 millions de dollars par jour, 20 millions de dollars par jour, etc. Et là, vous voyez que ces derniers jours, BlackRock notamment est en train de se réveiller très fortement. Vous voyez qu'ici, on est sur des 35, 80, 100, 160, 100 millions de dollars d'Ethereum chaque jour qui sont achetés. Vous voyez que cette courbe ici, l'AUM, ici donc le portefeuille de BlackRock et des autres entités qui vendent des ETF Ethereum sont très largement à l'achat. Vous voyez la courbe qui est en train de se réveiller. Et vous voyez que ça, c'est très bon signe pour l'altcoin season. Vous voyez que ici, depuis que les ETF Ethereum existent, pour le moment, on n'avait pas eu d'altcoin season, à part entre le mois de novembre et le mois de décembre. D'accord? On avait eu 2 mois pendant lesquels, ici, on avait eu beaucoup d'inflow sur les ETF Ethereum et on avait eu ici une altcoin season. Et idem, ici, on est en train de revoir une croissance des inflows sur les ETF Ethereum, et donc ça pourrait nous indiquer que les prochaines semaines pourraient être des grosses semaines d'altcoin season. Alors, est-ce que ce sera l'altcoin season qu'on a absolument envie d'avoir avec tout qui pump énormément, etc. Ou est-ce que ce sera un peu plus localisé sur quelques cryptos? À ce stade, on n'en sait rien, mais ce qu'il faut, c'est en tout cas être préparé. C'est pour ça que nous, on propose toujours des accompagnements disponible donc dans les liens en description de cette vidéo notamment. Mais si vous voulez être positionné sur les bonnes cryptos, je vais vous en partager 2 gratuitement dans cette vidéo, je vous rappelle. Mais si vous le voulez, on vous crée des stratégies sur mesure à destination de tout le monde et on vous aide en temps réel avec un canal privé entre votre mentor et vous-même. Donc c'est un mentorat vraiment sur mesure dédié avec votre mentor qui vous est attribué. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. On partage évidemment tous nos indicateurs donc à chacun de nos élèves et on vous prévient à chaque fois qu'il faut se positionner, acheter, vendre, etc. Évidemment, vous faites ce que vous voulez de ces informations-là, mais voilà, c'est ce qu'on propose. Vous avez tous les liens en description si vous le voulez. Ici, vous voyez que au niveau de la chart des long term versus short term holder, donc c'est un peu pareil que ce que vous aviez ici, mais vous voyez que
Juste là, on a une courbe qui est toujours croissante, on a des long-term holders qui se positionnent et qui se positionnent rapidement et en masse. Donc potentiellement, ça veut dire que les niveaux actuels ne sont pas du tout des niveaux de top. Idem ici sur le MVRV, je vais y passer rapidement, mais vous voyez ici, on est toujours sur des niveaux de stabilisation, d'accord? Donc les recherches Google, elles, restent très faibles, donc on n'a pas de nouveaux entrants. C'est, vous voyez, hein, surtout les long-term holders qui sont en train d'acheter, donc les personnes qui sont déjà présentes. Et évidemment, ce sera quand ici, on aura une courbe qui va fortement augmenter, hein, comme on avait pu avoir ici sur novembre, qu'on va avoir des niveaux de vente qui pourront être utilisés. Au niveau du Fear and Greed, donc on a ce qu'on voulait voir, hein, ici 61%. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours on était à plus de 70, donc voilà 72, on était juste là sur la journée du 11, hein. Avant-hier on était à 72, donc on a une euphorie qui baisse directement. Dès qu'on a des baisses de prix, on a une baisse de l'euphorie. Ça se voit également, hein, sur les liquidations. Vous voyez ici au niveau des liquidations sur la semaine en cours, le prix est venu baisser et venir absorber toutes les liquidations qui sont là, et vous voyez qu'il nous reste ici un gros cluster de liquidations au-dessus du prix. Donc ça, c'est des personnes qui pensent que le marché va continuer à baisser. Et vous voyez que c'est des personnes qui renforcent leur position, hein. Si je regarde un peu plus sur le court terme, vous allez voir que ici, à chaque fois, on vient récupérer toutes les liquidités acheteuses. Et vous voyez que finalement, ici, on a assez peu d'acheteurs qui se repositionnent, qui ont acheté ici ce point bas à 103 000 $. Et finalement, ici, on a des renforcements, hein. Vous voyez qu'ici, on est de plus en plus jaune-vert depuis qu'ici, on est en train de baisser, hein, depuis le 11 juin. Vous voyez qu'ici, on a des positions qui sont renforcées à la vente. Et ça pourrait donner du jus justement pour repartir à la hausse et faire un short squeeze, hein. Ici, dès qu'on aura évidemment commencé à augmenter, dès que le prix aura commencé à aller au-dessus des niveaux de 110 000 $, bah vous allez avoir ici des personnes qui vont être sous l'eau, hein, qui vont commencer à perdre de l'argent, qui vont clôturer leur short et qui vont du coup se retrouver à racheter le marché, puisque quand vous clôturez vos shorts, vous rachetez le marché et donc ça fait augmenter le prix. Donc ici, on pourrait avoir un short squeeze dès qu'on commencera à passer au-dessus des 110 000 $. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qu'on voulait voir également sur les altcoins, les taux de financement. Donc ici, on est en train de passer du vert au bleu et au bleu foncé. Ça veut nous dire que ici, on a des altcoins qui sont passés dans la peur. On a des personnes qui pensent que ça y est, bah, c'est la fin, etc., qu'il faut tout vendre, etc., qui paniquent, hein. Donc effectivement, ici, on a le combo parfait entre des personnes qui vendent leurs petites cryptos, leurs altcoins, etc. Des personnes qui paniquent, on le voit également sur l'order flow, des personnes qui paniquent, vous voyez ici un open interest qui baisse, un funding qui baisse. Donc ici, on a une perte de vitesse au niveau de l'euphorie, personne n'est vraiment confiant. Et à l'inverse, on a des gros portefeuilles qui achètent, on a BlackRock qui achète, on a des long-term holders qui achètent plus que ici sur le bottom au niveau des 53 000 $. On avait eu quand même une augmentation entre le bottom local des 53 500 jusqu'à l'investiture de Trump. On avait eu quand même un x2 sur Bitcoin. Alors je nous souhaite d'avoir un x2. Ici on est sur les 100 000 $. Ça nous amènerait sur les 200 000. Honnêtement, je crois pas qu'on va faire 200 000 comme ça d'une traite en 1 ou 2 mois. Mais Bitcoin nous a surpris, donc il faudra bien entendu voir ça. Par contre, ici, un x2 depuis ce point bas là, des 75 000 $ et nous amener ici au niveau des 150. Honnêtement, c'est quelque chose qui est totalement possible avec justement des altcoins qui pourraient en profiter, puisqu'ici, on a la dominance qui est en train de retourner sur les niveaux de rechargement de short, juste là, et qui pourrait du coup réentamer ici une baisse à faire juste ça. Alors est-ce que ça va durer comme je le mets ici 3 semaines, ici peut-être un mois, etc. Peut-être. Est-ce que ce sera vraiment le mouvement que j'attends et qui nous amènera ici aux alentours des 45% de dominance? C'est possible aussi. Honnêtement, c'est difficile à dire. Au niveau de la liquidité, on a toujours beaucoup de liquidité et le Bitcoin suit toujours très bien cette courbe de liquidité, hein, si je vous la montre justement ici, donc au niveau de la M2. Donc vous avez un indicateur ici, Time Shift, qui vous permet de calquer ici, de décaler la courbe. Ici, si je mets un décalage de 80 jours entre justement cette courbe des
de la M2, donc la masse monétaire mondiale versus Bitcoin, vous voyez que ici on est plutôt corrélé, hein. Vous voyez, on suit toujours cette corrélation. Ici on avait eu une baisse de la M2 et donc ça se traduit sur une baisse du prix. Pour le moment c'est assez troublant à quel point ça marche bien et donc potentiellement on pourrait avoir ici une grosse phase haussière. Et vous voyez, hein, la courbe ici, elle nous fait monter notre Bitcoin jusqu'à 140 000 $. Est-ce qu'on va voir ça? Honnêtement, on n'en sait rien, hein. Vous voyez que cette courbe marche très bien, mais elle marche très bien pendant un certain temps. Ici, elle était totalement décorrélée sur cette partie-là, hein, avant les ETF, justement, avant février 2024. On était quand même très très décorrélé. Alors, est-ce que c'est les ETF qui ont fait qu'on a une corrélation maintenant entre le Bitcoin et la masse monétaire parce que c'est plus facile pour les investisseurs institutionnels de se positionner sur le Bitcoin? Honnêtement, j'en sais rien. Ce qu'on voit, c'est que cet indicateur-là, il nous dit que potentiellement, on est toujours sur des niveaux d'achat. Vous voyez que on est toujours sur des niveaux qui sont quand même très intéressants. Et vous voyez que là, honnêtement, quand vous voyez ça, il n'y a pas vraiment de panique à avoir. Ici, on a eu une mèche, elle a été ravalée. Pour le moment, on est toujours sur cette zone-là. On a beaucoup de personnes qui paniquent, donc on a le combo parfait pour venir casser ici ces niveaux des 110 000 $, puis le nouvel ATH à 112 000 $. Donc je suis toujours confiant et pour le moment j'estime que nous sommes toujours sur des bons niveaux. Et comme promis, je vais vous partager les deux cryptos qui selon moi pourraient très largement performer. Alors Pendle, c'est une crypto qui est toujours très très forte, hein. Honnêtement, ici vous voyez que on a fait un dip, mais vous voyez que cette mèche a été tout de suite ravalée. La courbe est vraiment vraiment très très importante. Ici, vous voyez qu'on est dans un range depuis un long moment. Donc ici, entre cette borne-là et cette borne-là, on a un gros range qui est en train de se former depuis quand même maintenant longtemps, depuis mars 2024. Donc on sait que quand on va breaker ce niveau-là, et honnêtement, je pense qu'on le breakera, ces niveaux-là, eh ben, on pourra aller chercher beaucoup plus haut à mon sens. Vous avez un pendle qui est très fort par rapport à Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on veut avoir parce que justement, si Bitcoin est dans une pleine phase d'expansion, ici, vous avez envie d'avoir un pendle ou une crypto en tout cas qui est plus forte que Bitcoin et qui pourra profiter des mouvements aussi encore plus que Bitcoin, parce que évidemment, si vous prenez du risque sur une crypto, c'est pour avoir des performances plus élevées que sur Bitcoin, hein, sinon tant qu'à faire autant acheter Bitcoin. Et vous voyez que ici, depuis le mois de février 2025, hein, donc depuis 4 mois, Pendle est plus fort que Bitcoin. Donc ça veut dire que ici, pendant les chutes de Bitcoin, Pendle baisse moins fort, et pendant les phases de hausse de Bitcoin, Bitcoin augmente plus vite. Donc ici, c'est la première. Et la deuxième que je vais vous partager, c'est une beaucoup plus petite crypto. C'est un meme coin en plus. Giga USDT. Vous voyez que ici, Giga est très très fort face à Bitcoin. Vous voyez que depuis mars 2025, idem, beaucoup plus fort que Bitcoin, alors que c'est une petite crypto, faiblement capitalisée, mais ici on a des niveaux qui sont très très importants. Vous voyez qu'ici on a une grosse résistance, avec à chaque fois des dips qui sont rachetés, des dips qui sont rachetés, etc. Et ici vous voyez qu'on a une résistance qui, dès qu'elle va sauter, pourrait nous ramener ici, sur les précédents niveaux de top. Et si ici je vous montre justement la courbe face à l'USDT, hein, donc pas contre Bitcoin, vous voyez que idem, on a quand même une crypto qui est très 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 forte, hein, qui évolue ici dans un canal, hein, juste là, hop, hop. Et vous voyez qu'ici, on vient à chaque fois chercher ce canal et à chaque fois c'est racheté, hein. Donc ça veut dire qu'ici, on a des personnes, des groupes de personnes qui estiment que c'est toujours un très bon niveau d'achat. Donc effectivement, vous savez que les meme coins, ça reste un secteur qui est très très puissant, et quand les retail vont arriver, il y a de bonnes chances qu'ils se positionnent sur les meme coins parce que c'est ça qui est le plus visible sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Donc effectivement, quand vous avez des leaders de narratifs, vous avez potentiellement des chances de faire venir des personnes sur votre crypto, mais bon, force est de constater que à chaque fois, c'est les meme coins qui performent, et en tout cas actuellement, on a beaucoup de meme coins qui sont dans des configurations ici techniques qui sont très très favorables, et d'autres cryptos qui peinent un petit peu à avoir des belles configurations, hein, ne serait-ce que si je regarde Link USDT par exemple,
Ici, vous voyez que on peine à avoir des belles configurations. Alors effectivement, ici, vous avez une petite reprise, mais globalement, ici, vous voyez qu'on a des grosses phases où il se passe rien pendant longtemps, etc. Et malgré que ce soit une crypto qui est, pour le coup, une réelle utilité, qui soit utilisée dans beaucoup de protocoles, etc., vous avez quand même difficilement une appréciation de son prix. C'est moins facile à le vendre que une crypto qui va faire x100. Donc effectivement... c'est peut-être regrettable, hein, j'en sais rien. En tout cas, en investissement, il n'y a pas d'émotion. Si je dois investir sur des mêmes coins pour faire plus d'argent que si j'investissais sur des leaders de narratif, honnêtement, je vais pas m'en priver. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez toutes les informations en description pour tout ce qui est accompagnement et formation en analyse graphique. Et sinon, on se retrouve bientôt sur YouTube. Je vous remercie.